Alors, on a attiré notre attention. Vous savez, là, les gens réagissent sur WhatsApp, sur Facebook, par SMS, sur le numéro de Bala. Et sur notre page, dans les discussions en ville, puisqu'on fouille les sujets, on fouille l'actualité, la société à la recherche de sujets, sur un phénomène qui, apparemment, il paraît que ces derniers moments est très fréquent, des problèmes que rencontrent les nouveau-nés à la naissance. Les nouveau-nés dont l'accouchement est difficile, donc des bébés qui sortent fracturés ou alors entorser un bras plus long que le parce qu'on a tiré, des bébés qui ont des sections de nerfs même dans le corps, des bébés qui finalement vont traîner sur de longues années des maux qui vont paralyser parce que l'accouchement ne s'est pas bien déroulé. Est-ce que vous avez eu vent de cela? Oui, Lys. Les traumatismes obstétricaux chez le nouveau-né. Bon, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui. Super, voilà. C'est le thème technique. Traumatisme obstétricaux chez le nouveau-né. Chez le nouveau-né. Oui. Oui, alors on va définir ce que c'est. Oui. Et comme une définition, on ne peut pas la travestir. Je vais la lire. On définit comme traumatisme obstétrical du nouveau-né un ensemble de perturbations locales ou générales engendrées par une lésion produite sur une portion de l'organisme au cours de l'accouchement. Ça veut dire que l'accouchement, bien qu'étant un phénomène naturel physiologique, peut engendrer quelques complications et qui peuvent se solder par des traumatismes, des séquelles chez la mère, tant chez la mère que chez le nouveau-né. Oui. Alors, il y a des facteurs prédisposants à ces phénomènes-là et on décrit les facteurs fœtaux. Le fœtus, c'est tout simplement le bébé qui est dans le sein de sa mère. Les facteurs maternels et les autres facteurs. Alors, quand un bébé évolue dans le sein de la mère jusqu'à terme, c'est-à-dire 9 mois révolus, et que l'accouchement va se produire, il y a certains phénomènes qui précèdent l'accouchement ou qui annoncent l'accouchement. C'est les contractions utérines qui augurent le fait que le bébé se prépare à sortir. Alors, le bébé traverse le canal osseux de sa mère, qui on appelle le bassin obstétrical. Et le bébé même est fait d'os et de muscles. Donc, vous voyez qu'il y aura une confrontation entre deux os. Alors, si le bassin de la mère ne se prête pas au passage du bébé, ça peut provoquer des complications, donc des traumatismes, tant chez la mère que chez l'enfant. C'est ce que vous dites que Alimum Kekene, alors comment, je ne sais pas. Alimum Kekene, oui, on peut l'exprimer ainsi. Quand le bassin est immature, quand le bassin immature, c'est-à-dire que bon, une jeune fille qui n'est pas prête, à mettre au monde un enfant. Ou alors une femme qui est en âge de procréer, mais dont les dimensions du bassin ne sont pas conformes à la norme. Est-ce qu'on peut savoir ça d'avance? Par exemple, une femme, si on parle du cas d'une femme qui est en âge de procréer, est-ce qu'on peut savoir d'avance que son bassin peut poser problème? Normalement, si cette femme va régulièrement en consultation prénatale, vous savez que le premier trimestre, c'est pour faire le diagnostic, pour poser le diagnostic de la grossesse, parce qu'une fois, on l'a dit sur ce plateau, que l'absence de règles ne veut pas forcément dire grossesse. Il faut aller à l'hôpital pour que la sage-femme ou le médecin pose le diagnostic de grossesse. Donc, au premier trimestre, on pose le diagnostic de grossesse. Le deuxième trimestre, on vérifie la bonne évolution de cette grossesse-là. Et le troisième trimestre, on pose le pronostic de l'accouchement. Alors, si la femme enceinte se prête à ces nombres de consultations prénatales, c'est normal que on prépare l'accouchement en lui disant oui, le bassin est bon, le volume du fœtus est bon, vous pouvez accoucher normalement, donc venez quand vous avez les contractions utérines ou vous allez subir une césarienne, auquel cas on programme cette césarienne-là et on demande à la gestante de se présenter au rendez-vous pour subir cette césarienne-là pour éviter justement ces traumatismes du nouveau-né. Mais il peut arriver que c'est les justificatifs là de ces traumatismes aux enfants. C'est cela que ce soit sur des femmes qui n'aient pas été régulièrement en consultation prénatale. Oui.
Récemment, on a eu un cas quand on préparait cette rubrique. Une dame qui a témoigné n'a pas voulu témoigner à la caméra. Que même le jour, dans les jours qui ont précédé l'accouchement, les heures, l'échographie a montré 1 kilo donné pour l'enfant, 3 kilos et quelques pour l'enfant. On s'y disait qu'il pouvait accoucher. Mais à la naissance, l'enfant faisait 4 kilos et quelques. Et donc, il y avait un bras plus long que l'autre. Puis on a dû lui mettre un autre bras cassé, on a dû lui mettre au nouveau-né un plâtre. Un plâtre au nouveau-né. Ça peut arriver. L'échographie, c'est un examen complémentaire. On peut se tromper parce que la médecine n'est pas exacte. Quand à l'échographie, on donne les dimensions de l'enfant qui font dire à l'interprétation que le fœtus est de volume normal, que l'accouchement peut se dérouler normalement par voie basse, et qu'à l'accouchement, on réalise que le volume est beaucoup plus important. Il y a des manœuvres qui permettent de dégager cet enfant-là pour minimiser les risques de traumatisme. Mais malheureusement, il y a des fois où c'est tellement compliqué que l'enfant s'en sort avec une élongation du plexus brachial. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Après, ça se remet en place? Ça se remet parce que si le diagnostic se fait à la naissance, vous savez que maintenant, le séjour hospitalier après accouchement est tellement réduit, c'est les femmes même qui demandent à rentrer à la maison. Dès qu'elles accouchent, normalement, elles devraient rester à l'hôpital dans les 48 heures qui suivent l'accouchement parce que le risque est tellement grand, et pour elles et pour les enfants, qu'il vaut mieux qu'elles restent à l'hôpital pour bénéficier de la surveillance postnatale immédiate avant de rentrer. Or, elles se précipitent, elles rentrent, et c'est à domicile des fois qu'elles remarquent que l'enfant ne bouge pas. Au lieu de revenir à l'hôpital, elles restent à la maison, et comme les mamans, les belles-mères et les tantes savent bien masser, médecins, bien sûr. Voilà, elles savent laver les enfants, faire des gymnastiques. On ne doit pas faire, c'est-à-dire qu'il faut justement immobiliser ce bras pour laisser au repos ce plexus-là, parce que les nerfs, il faut les laisser au repos pour leur donner le temps de se reconstituer. Et c'est seulement le kinésithérapeute, qui doit savoir quand on doit faire un massage ou quand il ne faut pas le faire. Donc vous dites que ces traumas-là ne découlent donc pas d'erreurs médicales? Ça peut découler d'une erreur médicale, en ce sens que quand la manœuvre n'est pas bien pratiquée. Vous avez dit tout à l'heure, je saisis l'exemple que vous venez de donner, l'échographie a assuré parce qu'il y a des hauteurs utérines. Il n'y a pas que l'échographie, parce que la hauteur utérine, en rapport avec l'âge de la grossesse, informe sur le volume. Maintenant, si avec une hauteur utérine de 32 cm, on se retrouve avec un nouveau-né de 4000 grammes, c'est-à-dire que le fœtus s'est bien adapté à l'utérus de la mère, ce qui a fait qu'on n'a pas pu diagnostiquer ce volume-là, ce gros fœtus. Et c'est seulement au cours de l'accouchement qu'on réalise que le dégagement des épaules pose problème. Et là, il faut vraiment pratiquer de l'art pour faire la rotation comme il se doit afin de minimiser les risques d'élongation de ce plexus brachial. Et ça ne dépend pas forcément de l'expertise de la personne qui pratique l'accouchement, mais elle est prise au dépourvu et elle essaye de sortir parce que les minutes sont comptées aussi. L'enfant ne doit pas aussi durer trop longtemps. Vous avez compris. Oula. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir pour éviter ça, pour avoir plus de chances de ne pas tomber dans cela, au niveau des femmes, au niveau des praticiens? Qu'est-ce que vous nous dites? C'est juste se faire suivre. Mais parce que même si on se fait suivre et que quand même on tombe dans ça, et qu'il y en a beaucoup, on a visité, on en a visité beaucoup, de nombreux cas, on en a vu. D'élongation du plexus brachial ou bien d'autres traumatismes. D'autres traumatismes. Il y a un enfant dont on parle de nerfs, que des nerfs, on fait quoi? Il y en a un autre qui est, je pense que ça doit être une fracture. Oui, ça peut arriver. Un nouveau-né plâtré, ça fait pitié. Et il y a une autre bon, j'ai pas vu ça, il y a une autre qui témoignait donc d'un enfant qui a été victime donc d'un accouchement, qui est donc devenu handicapé à vie parce que on aurait sectionné au niveau de la tête. Il paraît que vous avez un appareil avec lequel vous sortez
un truc, je sais pas. Oui, le donc, forceps. voilà, et que donc ça a dû lui faire un truc dans la tête. Donc la fille, elle a grandi avec cet handicap. Mais elle est devenue complètement handicapée, ne parle pas bien, malheureusement. Oui, Oui. malheureusement, mais un enfant normal, dans le ventre de sa mère, qui a donc eu ça à l'accouchement, dans d'autres pays, on pourrait se dire qu'on ouvrirait une enquête pour poursuivre quelqu'un. Oui, on peut ouvrir l'enquête et si on débouche sur les vraies causes, personne ne serait, comment dirais-je, inculpé. Parce que là, quand on pose le forceps, c'est vrai que le risque est grand. Et c'est pour cela que l'indication voudrait que ça se fasse juste dans les milieux chirurgicaux. La machine, le truc dont vous parliez là. Oui, ça ne se fait pas en périphérie, ni pas par les sages-femmes. C'est les gynécologues obstétriciens seuls qui ont cette prérogative de poser le forceps. Par contre, la ventouse, le vacuum, la sage-femme peut le poser et ça crée moins de problèmes de traumatisme chez le nouveau-né. Mais je voudrais dire que les traumatismes au cours de l'accouchement, c'est pour ça qu'on parle d'accouchement à moindre risque. Tout accouchement est accompagné de risques. Et si la grossesse est bien suivie et que l'accouchement est préparé, il y a de fortes chances de minimiser à 99% des cas ces risques de traumatisme. C'est parce que justement, ces gestantes, ces femmes enceintes ne se font pas suivre. Il y a un manquement dans la chaîne, forcément. Oui, elles restent chez elles. Et vous savez, nos formations sanitaires aussi n'étant pas vraiment équipées, il y a tout ça. Donc, porter plainte contre X, peut-être que c'est l'État que vous allez mettre en prison. Parce que, oui, c'est possible ce que vous dites. Donc, aujourd'hui, mettre la chance de son côté beaucoup plus, c'est au niveau des praticiens, des femmes. Des femmes qu'elles respectent les accouchements, les calendriers de consultation, les rendez-vous. Et les régimes alimentaires aussi, peut-être, je ne sais pas, l'hygiène de vie, bref, l'hygiène de vie. Et qu'elles viennent quand elles sont programmées et qu'elles même vivent correctement et normalement leur grossesse. Parce qu'il y a ça aussi, quand la grossesse n'est pas désirée et qu'on n'est pas préparé pour cette grossesse-là, les conséquences, une des conséquences, c'est ça. Et donc ces femmes aussi qui racontent qu'elles viennent en consultation, bon pas en consultation, elles supposent avoir commencé le travail et que la sage-femme vous dise non, il n'y a encore rien qui se passe, reposez-vous, etc. Oui, et que les femmes, certaines femmes témoignent qu'elle a dû accoucher, les autres ont confirmé là sur son pain par terre et que c'est le médecin de garde qui a dû l'aider et qui a donc chauffé toutes les sages-femmes de garde le jour-là et qu'on dise à une autre peut-être donnons de rentrer parce que c'est pas encore le moment, etc. Oui, le travail d'accouchement a ses règles. Quand une femme entre en travail, le premier signe, c'est les contractions utérines. Elle a mal. Donc, quand elle a mal, elle veut être délivrée. Ça, c'est normal. Mais les conséquences de ces contractions utérines, c'est l'ouverture du col qui doit laisser passer le mobile fœtal. Donc, il faut que le col s'ouvre et que le fœtus ou l'enfant, le bébé qui est dans le sein de sa mère, progresse. On a dit tout à l'heure que c'est un canal osseux par lequel cet enfant-là passe pour pouvoir sortir. Alors, si à l'examen, précisément touché vaginal, la sage-femme réalise que le col n'est pas bien ouvert et que le fœtus n'est pas en présentation avancée pour pouvoir pratiquer l'accouchement, elle dit à la gestante de patienter. Et il y a des femmes qui, sous l'effet des contractions utérines, poussent et forcent la sortie de l'enfant et ça crée d'autres problèmes parce que ça peut déboucher sur la déchirure du col, elle va saigner à blanc et elle peut mourir. Et ce traumatisme-là aussi, c'est parce que le col n'est pas ouvert, on a forcé, l'enfant a dû buter plusieurs fois. Quand ce col qui n'est pas ouvert, il peut s'en sortir avec les bosses sérosanguines ou un céphalématome et on va dire que c'est le professionnel de santé qui n'a pas bien fait son travail alors que c'est un rythme. Il faut, c'est vrai, les contractions utérines font mal, mais il faut respecter ce rythme-là jusqu'à ce qu'on vous dise c'est bon madame, montez sur la table et poussez. C'est compliqué.
Et une qui dit, on m'a dit que je pouvais accoucher normalement, mais à l'accouchement, j'ai eu tellement de problèmes que j'ai accouché de mon nez. Courage à vous, madame. Bon, voilà, c'est... Quel qu'en soit le cas, la responsabilité peut être partagée. Hein. Oui. C'est vrai, une complication peut survenir. C'est-à-dire qu'on peut suivre une grossesse et prévoir un accouchement eutoxique, c'est-à-dire sans problème, normal. Mais les contractions utérines peuvent commencer et ne pas évoluer normalement. On parle de dystocie dynamique parce que c'est les contractions utérines qui doivent aider à l'ouverture du col et aider à la progression du fœtus. Mais là, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas... Mais à un certain niveau, on peut prendre la décision d'intervenir chirurgicalement pour extraire le bébé, etc. Il y a un outil de surveillance du travail qui informe de la décision à prendre, c'est le parthogramme. Quand vous tracez le parthogramme et que vous arrivez à un niveau et que ça rentre dans le rouge, il faut intervenir chirurgicalement. Mais tenez, au CHU Tocoin, les césariennes, ça court. Par jour, on peut réaliser 20 césariennes et c'est un seul bloc. Il peut arriver qu'on manque de champ même pour aller à la césarienne. Donc les urgences sont là et peuvent attendre parce que dans la chaîne, il y a un maillon qui manque. Oui. Tout ça, c'est l'équipement qu'il faut, etc. C'est plein de problèmes qu'il faut régler. Finalement, on va faire les enfants, il faut réfléchir. Hein? Oui, bon. Il faut réfléchir, beaucoup réfléchir, hein? Oui, réfléchir, mais être prête, c'est tout. Et aller se faire consulter, suivre les conseils du médecin et aller à l'hôpital de la sage-femme, aller à l'hôpital quand il faut. Et surtout, quand on vous dit de faire quelque chose, faites-le. C'est pas pour vous faire dépenser que le médecin vous demande ça. Allez, merci beaucoup, madame, d'être passée sur ce plateau. Mais vivement aussi que la SAFETO peut-être encore continue dans ses activités à faire de la sensibilisation sur cette thématique ou alors sur ce problème précis sur lequel nous attirons votre attention, peut descendre sur le terrain et de voir encore comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, voir ce que l'association peut faire. Nous le faisons déjà, mais nous allons le faire davantage. Et je voudrais annoncer aussi qu'à la clinique de la SAFETO, nous sommes en train de mettre en place un site de stage SONU, c'est-à-dire un stage qui va permettre aux élèves sages-femmes en formation de base et aux sages-femmes qui sont sur le terrain de se refaire la main pour la prise en charge de ces complications. C'est cela. Donc la clinique de la SAFETO qui est déjà opérationnelle au niveau de Hijanaoui. Et nous voulons dire merci à Lionel Pied qui nous accompagne techniquement et financièrement dans la mise sur pied de tous ces services-là. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Très belle journée.